Ok, du coup, premier truc que je veux vous montrer, c'est, on va parler un peu d'anatomie. Comme je disais tout à l'heure, on va revenir un peu sur les erreurs les plus communes que j'ai vues, en tout cas chez les B1C, et qui j'imagine se retrouveront ici aussi. Quand vous commencez à avoir votre forme de torse qui commence à se mettre en place, le plus important, ça va être de placer, je vous l'avais déjà dit, les repères osseux. Ça va être vraiment des repères qui vont vous aider à construire votre torse en allant un peu plus loin. Les repères osseux les plus importants sur le torse, hop, ça va être les clavicules ici, en rose. Le sternum éventuellement, mais bon, il va un peu de soi vu que c'est le milieu, il n'y a pas trop de problème. Mais surtout les hanches aussi là, le bassin. Ça va être les deux hanches, les deux clavicules, ça va être les 4 repères les plus importants à l'avant. Osseux, je parle. Et à l'arrière, ça va être. Est-ce que quelqu'un sait? Ouais. Ouais. Et encore un truc. Ouais, toujours pareil, le bassin, exactement. En gros, on cherche les 4 mêmes points à chaque fois. Voilà. Donc ça va être vraiment à l'avant, ça va être. Merde. Hop. Donc les deux clavicules là. Et les deux parties du bassin. Et en fait, de profil, on va devoir suivre le bassin. Il va falloir le marquer là, sur le profil. La clavicule aussi, vous voyez qu'ici, elle se rattache à quelque chose. C'est l'omoplate qui part du dos et qui vient rejoindre la clavicule. Donc, et dans le dos, pareil, du coup, il faut qu'on récupère cette omoplate ici. Et le bassin là. Il faut qu'on arrive à placer ces formes très vite, en fait dès le début. C'est ça qui va vous. En fait, sans ça, vous pouvez pas commencer. Ça sert à rien de chercher les abdos ou quoi. Les pecs vont être quand même. Ils peuvent servir de repères, mais je préfère quand même qu'on place d'abord les repères osseux avant même de faire les pecs en fait. Du coup, comment on place ces repères-là? Soit avec la dame standard qui permet de creuser, soit avec la clé build-up en maintenant Alt pour creuser au lieu d'ajouter. On va y aller assez grossièrement en fait. Dans un premier temps, on n'a pas besoin que ce soit parfait. On va chercher ces repères-là. Donc moi, ce que je veux, c'est retrouver ma jonction clavicule omoplate. Et à l'inverse ici, je vais vouloir vraiment trouver ma crête iliaque. La crête iliaque, c'est vraiment ce que vous sentez quand vous touchez votre bassin là sur le côté, ce qu'il y a de plus dur. C'est vraiment le point le plus saillant du bassin. Et en fait, toute cette tranche qui remonte, c'est la crête iliaque, il me semble. J'ai un doute. C'est peut-être que cette point qu'on appelle la crête iliaque. Mais du coup, il faut vraiment le trouver. Vous voyez que je l'ai déjà un petit peu sous-entendu. Mais ça, c'est vraiment hyper important parce que sans ça, vous ne pourrez pas attacher vos muscles déjà. Parce que là, si vous commencez à me placer les pecs et les deltoïdes, si vous n'avez pas mis vos clavicules, bah, ils s'attachent où vos muscles en fait. Vous avez le pectoral, il fonctionne comme un éventail. Il s'attache ici en plein sur l'humérus qui est l'os du bras, pas de l'avant-bras mais du bras. Il s'attache bien au milieu, hein. Il est carrément, on ne voit pas parce qu'on s'en rend pas compte, mais le pectoral va s'attacher au milieu de l'os du bras. Et en fait, il est un petit peu c'est comme un éventail, c'est-à-dire que il y a 3 faisceaux principaux, on va dire. Enfin, il y en a plus, mais les 3 qui nous intéressent en termes de shape, c'est ceux-là. Celui qui s'attache ici, hop, à la clavicule. Ah, je vais avoir du mal à le tracer, désolé, j'ai la main engourdie. Voilà. Donc lui, c'est celui qui est au-dessus des deux autres. Ensuite, il y en a un qui vient d'en dessous, ici, qui s'attache lui au sternum. Et ensuite, il y en a un qui vient d'encore en dessous et qui s'attache sur les côtes. Et en fait, cette forme-là, ce qu'il faut savoir, c'est que celui-ci,
qui s'attache le plus haut sur le corps et celui qui s'attache le plus bas sur le bras. Celui-ci, bah, il s'attache toujours au milieu, sur le bras. Et celui du bas, qui s'attache en bas sur le corps, je veux dire, celui-là, c'est lui qui s'attache en haut sur le bras. Donc c'est vraiment un éventail, quoi. Je sais pas si ça vous parle. Quand vous avez un éventail, que vous l'ouvrez, le côté, enfin la barre qui tient le côté gauche de votre éventail, quand la partie dans votre main, c'est celle qui est à droite, ça se croise en fait. Au niveau de l'aisselle, ça se croise ces muscles-là, ces faisceaux-là. Et ensuite, vous avez je vais vous le mettre une autre couleur en vert. En vert, vous allez, non, on voit pas, en bleu. En bleu, vous avez le deltoïde qui vient par-dessus. Le deltoïde, c'est pareil, il a 3 faisceaux. Il en a un qui émerge devant on le voit mieux là, hein, de la clavicule. C'est ce pâté là. Hop. Et on a un autre qui est un petit peu à cheval sur la clavicule et l'omoplate, qui est là où la clavicule et l'omoplate se croisent, juste au milieu de votre épaule. Et il y en a un dernier qu'on voit ici, qui vient uniquement sur l'omoplate, sur la tranche de l'omoplate là. Donc vous avez vraiment besoin de placer ces repères, en fait, toute cette structure autour du cou, enfin autour du haut du torse, pour placer vos pecs, vos deltoïdes et aussi ces muscles-là. Je ne me rappelle plus leur nom, il y a petit rond, grand rond et il y en a un autre dont j'ai oublié le nom. Ces muscles-là, c'est les muscles opposés aux pectoraux. C'est-à-dire que quand vous avez votre bras comme ça, quand vous faites ce mouvement, quand vous ramenez le bras vers l'intérieur, c'est votre pectoral qui tire le bras. Vous pouvez le sentir d'ailleurs si vous appuyez sur votre poitrine à ce moment-là, vous sentez qu'il se passe quelque chose. À l'inverse, si vous reculez votre bras vers l'arrière, c'est eux qui travaillent. Et en fait, ils se répondent. Quand l'un travaille, l'autre est étiré et inversement. Et en fait, le corps marche comme ça dans tous les cas. Vous avez la même chose pour les abdos et à l'inverse les lombaires qui vous font le mouvement inverse. Biceps, triceps, quadriceps, biceps fémoral. Donc en fait, c'est dans tout le corps, à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a un muscle de l'autre côté qui est fait pour faire l'inverse de ce mouvement. Donc quand vous travaillez vos muscles, pensez à ça. Cherchez à quoi il sert, où est-ce qu'il s'attache, quelle forme il a évidemment, et c'est qui son copain de l'autre côté qui fait le mouvement inverse, et où est-ce qu'il s'attache du coup en l'occurrence aussi, et tout ça quoi. Comment on simplifie ces muscles, après, ça dépend de ce qu'on veut en niveau de détail et à quel point on veut que le mec soit sec ou pas. Sur un corps classique comme celui qu'on a en référence, on va essayer d'avoir quelque chose d'assez... comment dire ? J'ai pas fait... Vous voyez que pour tout le groupe des... Je vais y arriver. Tout le groupe des petits ronds, grands ronds et tout, là, les muscles qui sont derrière à l'opposé du pec, j'ai fait juste un volume, quoi. Et la majorité du temps, quand vous verrez quelqu'un de sec flexer un peu, vous verrez pas plus que ça, sauf si le mec fait de l'escalade depuis 10 ans. Là, vous allez commencer à avoir chaque muscle séparé, parce que ça marche beaucoup pour faire d'escalade. Et ensuite, c'est hyper important aussi pour structurer votre dos avec les triceps, avec les trapèzes qui vont venir se mettre par-dessus tout. Si vous n'avez pas ces repères-là, vous ne saurez pas où les poser. Donc je vous demanderai de bien faire attention à ça au niveau des épaules. Donc je répète, clavicule et omoplate. Il faut que je puisse les trouver, les sentir et voir que les muscles s'attachent dessus. Pareil au niveau du bassin, là où ça va être important, ça va être au niveau des obliques. Donc pour les obliques, c'est ces muscles bleus là que vous voyez ici. Les obliques, ils sont attachés sur les... je crois qu'ils sont... Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois qu'ils sont attachés sur les côtes, il me semble. Et ils émergent d'en dessous de ces petits muscles en violet là qui s'appellent les grands dentelés, qui eux vont aussi s'attacher... en fait, ils sont croisés les uns et les autres. Vous avez les grands dentelés qui viennent du dos, je crois, qui s'attachent sous l'omoplate et qui vont sur les côtes. Et
entre chaque faisceau, vous avez un faisceau d'oblique qui vient des côtes et qui va s'attacher au tendon des abdos. Et donc, ces muscles-là, donc du coup, comme je disais, ces obliques-là, ils vont créer un volume au niveau du bassin parce qu'ils vont se poser un peu sur la crête iliaque. On le voit vachement bien sur l'illustration là. Vous voyez qu'il se pose dessus là. Il y a un petit pincement à cet endroit-là. Et après, il y a un autre volume qui est amené par les muscles de la cuisse, etc., qui commencent à démarrer, qui émergent de ce point. Hein. La crête iliaque, vraiment le point saillant de votre bassin là, à l'avant de vos hanches, c'est là où s'attache la majorité des muscles de votre jambe. Et du coup là, on le voit très bien sur le David. On va quand même se rendre compte que le mec a fait ça sur un sur un morceau de je sais pas quoi, de plâtre ou de marbre là, enfin un truc immense qui faisait 3 fois sa taille. Nous on est sur un logiciel qui nous permet de faire CTRL Z, donc on est quand même tranquille. Mais là on voit très bien sa crête iliaque, elle est là. Ses clavicules on les voit là, même si c'est pas le meilleur angle. À l'inverse, si on regarde la version de dos, on n'y voit pas grand chose. Mais on devine qu'il y a. Ah oui, c'est vrai qu'on devine qu'il y a. Ah, il me laisse pas travailler dessus. C'est dingue ça. Voilà, ça va marcher. Là, il y a le bassin. Là, on sent aussi l'omoplate. On sent les muscles dont je vous ai parlé là qui font l'inverse des pecs. Et on sent bien le petit pincement aussi des obliques au-dessus de la crête iliaque. C'est aussi une zone où le corps humain va avoir tendance à stocker de la graisse. C'est cette zone qu'on appelle les poignées d'amour là. Donc, en plus des obliques sur les corps musclés, sur les corps un peu plus gras, on peut avoir toujours un volume ici qui va se démarquer de la crête iliaque juste à côté. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on le traite sur le sculpte? Bah, je vais revenir sur la version tout cracra qui est pas finie. Voilà. En fait, là, le plus important, vous voyez, c'est un truc que j'ai même pas bien fait là d'ailleurs, je me rends compte. Typiquement à l'avant, je vois mes clavicules à peu près, mais en fait elles disparaissent là, et j'ai plus rien là derrière. Donc il faut vraiment que je vienne les rattacher avec mes omoplates. Donc avec la dame standard, je vais venir creuser un peu. Hop. Voilà, et en fait je me rends compte que ça devrait être plus par ici que ma clavicule doit arriver. N'oubliez pas que la clavicule vue du dessus, ça ressemble à un arc, c'est ça. Un petit peu. En fait, ça vient rejoindre l'omoplate qui, elle, fait ça. Alors là, je trouve que d'ailleurs elle est peut-être un peu trop ouverte. La clavicule, quand on est en position de repos ou un peu comme le perso il est là, l'angle il est peut-être un peu moins ouvert. Je vais vous montrer ce que j'entends par là. Non, quand les bras se lèvent, elles peuvent faire carrément ça. Il y a des gens chez qui ça fait ça. Ça se met comme ça à ce point-là. Je connais même un pote, quand il lève les bras, il y a sa clavicule qui pousse là. Sa clavicule, qu'est-ce que je dis, son omoplate, le bas de son omoplate qui ressort un peu sur les côtés. Quand les gens lèvent les bras, ça fait ça. Mais au repos, on va avoir plutôt un truc. Lui, il est assez ouvert quand même, mais pas trop. C'est assez droit quand même. Donc essayez de rendre ça bien droit. Ne me faites pas ça, quoi. Voilà, on a un truc un peu plus carré. Et du coup, on va pouvoir modifier un petit peu les clavicules pour venir rejoindre ça. Et là, je me rends compte que mes deltoïdes, ils avaient une forme vraiment, vraiment pas bonne.
Et vu de face, ce qu'on va remarquer, c'est que il y a une espèce de marche, une espèce de plat ici. C'est tout droit. Enfin, je veux dire, on sent le trapèze qui fait ça, et après, tac. Et après, on a l'épaule. Et en fait, ce tac là, c'est vraiment la jonction entre votre clavicule et votre omoplate. S'il y a des gens que ça intéresse, ce genre d'infos, qui veulent faire vraiment du personnage, qui savent qu'ils veulent en faire ou qui de moins veulent vraiment s'y intéresser et qui sont intéressés par l'anatomie, il y a une super chaîne de dessin à la base, mais qui est ultra intéressante pour l'anatomie en général. Ça s'appelle Proco, c'est un peintre américain. Enfin, à la base, c'est la chaîne d'un peintre américain qui fait des petites vidéos sur l'anatomie. Depuis, je crois qu'il y a plein d'artistes qui viennent sur sa chaîne faire des démos, mais ce mec-là est vraiment balèze et il a fait plein de vidéos sur l'anatomie, chaque muscle, les squelettes. Alors lui, il pense surtout à travers le dessin, puisqu'à la base c'est un peintre, mais ça vous sert énormément en 3D aussi. Après, si vous voulez dessiner, c'est parfait. Voilà, il va parler de où sont attachés les os, où est-ce qu'ils s'insèrent. Du coup, ça, c'est vraiment, je vous la recommande 1000 fois, cette chaîne Proco, c'est génial. Ça vous permet de voir un peu mieux comment c'est foutu. Si, vous avez les sous-titres générés automatiquement, vous devez pouvoir les traduire, je pense. Ah, ça doit pas être incroyable, mais ça doit commencer. Mais vous parlez pas anglais maintenant, les jeunes, là? Bon. En vrai, ça marche, hein, ça se traduit pas trop mal. Du coup, dès que vous avez une zone du corps que vous comprenez pas trop, Proco suivi du nom de la zone en anglais de préférence, mais même en français, doit pouvoir vous le trouver. Et hop, vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer comment ça marche. Et généralement, il fait des vidéos sur le squelette. Ensuite, il fait une vidéo sur les os, sur les muscles, pardon. D'abord sur les os et ensuite sur les muscles. Du coup, vous voyez que votre pectoral, il va sur le bras, et en allant sur le bras, ici, il crée votre dessous de bras en fait. C'est ça que vous sentez quand vous levez le bras en avant, qui fait le creux sous votre bras. C'est vraiment votre pec. Et de l'autre côté, c'est tous les muscles qui lui sont opposés et le grand dorsal. Parce que me faites pas des trucs comme ça, quoi. Enfin, j'ai vu des sculptes ce matin où il y avait, ça me faisait ça. Il n'y avait pas de clavicule, juste un carré bien détouré comme ça. Ne faites pas ça, votre muscle il est attaché quelque part. Donc mettez-moi les os sur lesquels il s'attache, ou montrez-moi dans la direction dans laquelle il va, quel muscle passe par-dessus, quel muscle passe par en dessous. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a le deltoïde, le muscle de l'épaule, qui passe par-dessus le pec. Donc moi, ce que j'aime bien essayer de faire, c'est généralement creuser d'abord, faire le muscle du dessous à peu près, et après par-dessus, je viens travailler le volume du muscle qui passe par-dessus. Et ça donne facilement l'impression qu'il passe vraiment par-dessus, quoi.
Ah oui, je cherche encore toujours où est la jonction vraiment entre ma clavicule et mon omoplate. Et c'est pas grave d'y aller franco, de déchirer. On n'est pas en train de détailler encore là. Donc, Et puis même d'ailleurs, au point où vous en êtes, enfin pour votre premier sculpte, faut vraiment pas avoir peur, faut y aller. Je sais qu'au début on fait un truc, on se dit oh c'est trop bien, j'y touche plus. Après le prof il arrive, il démolit tout. On connaît. Mais c'est hyper permissif en fait, beaucoup plus que vous ne le pensez et vous pouvez recommencer une zone plusieurs fois très facilement et en y arrivant mieux en plus à chaque fois. Là, je commence à avoir un truc. Alors, même problème parce que du coup, les muscles là qui sont opposés au pec, ils passent en dessous de celui de l'épaule, donc il faut que j'arrive à faire sentir ça. Sentir qu'il y a un volume, mais il est en dessous d'un autre volume. J'ai un peu pété mon truc là. Après, avec la brush H polish, je peux venir un petit peu essayer d'aplatir un peu mes formes et voir, essayer de simplifier un petit peu les angles que j'ai parce que c'est un peu le bordel, c'est tout crade. Donc je smooth, je fais un petit coup d'H polish, je smooth, je fais un petit coup d'H polish. Ça va me permettre de commencer à avoir des angles se former sur mon sculpte. Déjà, ça va le nettoyer un peu aussi. Ça va me permettre d'y voir plus clair et de me rendre mieux compte des erreurs que je fais encore et des formes que j'ai un peu trop sur lesquelles j'ai un peu trop abusé pendant que je travaillais. Du coup, après, vous avez les trapèzes ici. Alors les trapèzes, il y a plusieurs vaisseaux, c'est assez complexe comme zone. Moi, je retiens surtout deux en fait. Enfin, ouais, deux et demi, on va dire. Il y a cette zone-là, là, en bleu. Enfin, ils sont tous en bleu de toute façon, mais... Ah, j'arrive même pas. Voilà, celle-là, on va dire. Donc c'est vraiment celle-ci qu'on voit là, qui vient, en fait, qui s'attache à la fois donc sur la colonne, en bas du crâne, pardon, et qui va venir un peu se torsader et venir s'accrocher au bout de la clavicule, à l'avant. Ensuite, il y a un deuxième pack qui est là, qui lui va... En fait, je crois que c'est un seul et même pack, mais moi je le divise en deux parce qu'il y a... Là, on le voit pas trop, mais il y a un effet assez particulier sur... Hop, on a un pack là qui est posé, lui il est posé vraiment sur la tranche horizontale de l'omoplate. Et du coup, le dernier faisceau qui est en fait le même que celui d'avant, c'est juste qu'il y a, on dirait qu'ils sont séparés tellement c'est celui-là qui va vraiment, qui va de la tranche au dos, au milieu du dos, je veux dire à la colonne. En vrai, c'est le même, hein, mais c'est juste que ici, à cet endroit-là précis, là sur le coin, vous allez avoir un effet assez particulier qui est que le faisceau, le trapèze qui se pose dessus va faire comment dire, il va faire un bourrelet en fait.
Oui, un marqueur hyper important, putain, je vais oublier de le dire, mais évidemment la 7e vertèbre, ici. Donc ça, vous la sentez tous normalement, si vous touchez la nuque, vous en avez une qui sort plus que les autres au niveau des épaules. Elle est là, en plein dans cette forme en diamant là, forme qui est aussi importante en tant que repère, qui vous permet de vous repérer un peu. Elle est vraiment au niveau, un tout petit peu au-dessus des épaules, quoi, et c'est la 7e vertèbre qui est là. Et donc ensuite on a les grands dorsaux, donc ces muscles en jaune là, faut vraiment les penser comme une serviette, je sais pas comment, j'ai pas un truc pour le, j'ai pas de serviette pour vous schématiser la chose, mais en vrai ça s'enroule. Imaginez que vous avez une serviette qui est accrochée ici, là, sous votre bras, et du coup ça s'enroule autour du dos, et ça vient jusque dans l'arrêt des fesses. Mais ça fait vraiment cet effet-là, c'est planté sous le bras et ça vient là. Ce qui fait que quand quelqu'un lève le bras, je pense qu'il y a des images assez parlantes de ça. Putain, celle-là, s'il montrait l'écorchure, on le verrait bien. Je suis sûr qu'il y en a. Là, on sent un peu mieux comment c'est foutu déjà. Ça vous enveloppe vraiment. Et je pense que... Il me semble qu'il y a une image où il lève les bras. Ah. Putain, elle est où? Là, on le voit un peu en jaune, là. Vous voyez? Quand quelqu'un lève le bras à la verticale, limite, ça, en fait, on le voit un petit peu de face aussi. Il me semblait qu'il y en avait plus parlant, mais... Après, vous avez les grands dentelés. Donc, c'est ce dont il parlait dans Proco. Là, ça, c'est ce qu'il y a en dessous votre... là, on le voit bien, remarque. Là, vous avez ici... Hop, c'est la fameuse serviette dont je vous parlais, qui vient de derrière, en fait. On le sent qu'il s'entoure. Et en fait, en dessous de ça, vous avez les grands dentelés. Eux, ils sont vraiment très proches des, comme je disais, ils se collent sous l'omoplate et ils vont sur plusieurs côtes. On les voit ici. En fait, on en a plein. Ça remonte jusqu'en haut. On en voit juste sur nous les combien de derniers? Je sais jamais. 1, 2, 3, 4. On en voit 5. Et encore. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On en voit presque 5. Encore une fois, Anatomy for Sculptors, il y a tout dedans. Là, ils expliquent un petit peu le croisement entre les grands dentelés et les obliques.
symbolisant que les obliques sont plutôt plats comparé au grand dentelé. Et en fait, ce que là ils essaient de démontrer, c'est que ce volume des grands dentelés, on le sent ici, même s'il est en dessous du grand dorsal. On le voit là, il le montre avec les petits pointillés. On sent ce volume, on sent les grands dentelés même s'ils sont en dessous du grand dorsal. Ah oui, là on voit très bien ce que je voulais vous dire tout à l'heure, l'histoire de la serviette là en jaune, vous voyez comment ça nous entoure. Là où ça va s'accrocher, ça va s'accrocher à l'intérieur du bras. Et là il le montre parfaitement tout nu, on voit très bien comment c'est foutu. Voilà les grands dentelés. Les grands dorsaux, je vais y arriver, putain. N'hésitez pas à ouvrir Anatomy for Sculptors, regarder les images qu'ils ont, essayer de vous dire ok, ça c'est tel muscle, ça c'est tel muscle, ça c'est lequel, à les reconnaître. Même moi, hein, je l'ouvre tout le temps le soft parce que vraiment, le soft, le PDF. Parce que sans ça, je trouve que c'est assez dur quand même de bien avoir la vision de comment c'est foutu. Ah, ok. On va faire une pause ici. Ok. Alors, on va essayer de le mettre un peu en pause. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Pour mettre un objet en pause, ça dépend si vous avez plusieurs subtools qui composent cet objet ou un seul. Dans le cas actuel, normalement, on a tous qu'un seul subtool. Tout est attaché en un seul objet. Donc, je vais vous montrer la façon classique. Et quand on fera un personnage complet, je vous montrerai comment faire avec un perso qui a plusieurs. Enfin, avec un perso qui a plusieurs subtools, c'est pareil. Et en fait, ce qu'on va faire là avec un objet de base, ça va être assez simple. Alors, on va dupliquer quand même notre torse d'abord, pour être sûr qu'on n'est pas. Si jamais on fait de la merde, on peut toujours revenir sur la version qu'on avait. Donc je l'ai dupliqué et ensuite ça va être assez simple. On va masquer les zones qu'on veut déplacer et on va les bouger soit avec la move mais principalement avec le gizmo généralement. Donc là je vais vous montrer un peu ce que ça donne si je vais essayer de lui donner un peu son contrapposto. Alors. Là j'essaie vraiment de sélectionner, en fait je regarde ça. Parce que c'est ça c'est là que va être la torsion, on va dire. J'essaie de le placer un peu au bon endroit avec mon masque. Une fois que j'ai fait ma sélection, je vais maintenir CTRL et je vais tapoter ou cliquer plein de fois sur l'objet. Alors vous en rendez peut-être pas compte à vitesse réelle, mais si je reviens en arrière, regardez bien la jonction entre le noir et le blanc. C'est pas hyper flagrant. Mais en gros, je la rends plus floue. Je blur la jonction entre ce qui est masqué et ce qui ne l'est pas. A l'inverse, si je maintiens CTRL et ALT et que je tapote, vous voyez que ça, à l'inverse, ça la rend plus sharp, ça la rend moins floue. Et quand je maintiens juste CTRL et que je tapote, ça la rend plus floue. Donc plus la bordure entre les deux sera floue, moins on verra que vous avez bougé l'objet. Par exemple, si je le bouge comme ça, vous allez voir,
Tout de suite, vous voyez ce que ça me fait? C'est hyper violent. Ça déchire le maillage là où c'était fait et l'autre il se rentre dedans complètement. Alors qu'à l'inverse, si je blur ma limite d'abord, ensuite je maintiens contrôle et je clique dans le vide pour inverser mon masque. Hop, W pour prendre le gizmo. Il y a le petit cadenas ici, je peux cliquer dessus ou maintenir Alt pour l'ouvrir. Quand le cadenas est ouvert, je peux bouger le gizmo sans bouger l'objet. Je fais bien attention d'avoir enlevé ma symétrie, sinon dès que je vais commencer à le bouger, voilà ce qui va se passer. Donc X pour enlever la symétrie. Si vous avez un doute, mettez votre souris d'un côté de votre objet. Si vous ne voyez pas l'indicateur de la souris de l'autre côté, c'est que c'est désactivé. Hop, et donc là je vais commencer à le pencher un peu. Et là vous voyez que même en ayant smoothé mon masque, c'est pas hyper joyeux ce qui se passe. Je vais essayer de... Hop. Je regarde les autres poses un peu pour voir un peu dans quelle position il est exactement. J'ai l'impression qu'il avance un peu le bassin. Pour l'instant, ça ira. Donc vous voyez qu'on a ce genre d'effet pas très joyeux qu'il faudra nettoyer après sur à chaque endroit où on a travaillé, quoi. Et encore là, ça va. On n'est pas en train de lui lever les bras en l'air. Quand vous passez plusieurs heures sur un perso qu'après vous le mettez en pause et que vous déchirez tout et qu'il faut tout rebosser, c'est un peu chiant. Mais là, ça devrait aller, on devrait être assez limité. Hop, donc là, pareil, je viens chercher. En fait, faut que je fasse gaffe. Je crois que j'ai pris un peu de la zone qui est là. Je peux refaire un masque en maintenant Alt pour effacer. Parce que là, vous voyez, j'avais quelque chose. J'avais pris ici sans faire gaffe. Merde, je suis bourré, pardon. Hop, donc j'enlève bien ici. Ok, je vais essayer d'affiner mon masque en utilisant le pinceau. Donc je maintiens contrôle, je clique sur la broche et je peux récupérer le pinceau. Là, j'avais pris le lasso. Hop là. Pareil, une fois que j'ai bien fait mon masque, je maintiens contrôle et je tapote à fond pour le rendre plus doux. Pareil de l'autre côté, là je suis pas hyper... Ouais si, ça devrait aller. Et après du coup on va avancer la jambe. Là je vais vraiment chercher... Ouais, j'essaye de voir un peu ce qui m'inspire le plus par rapport à la pose. Je vais effacer un peu plus de masque ici dans la fesse. Ok, on va faire à peu près... Voilà, je vais reprendre le lasso. Je vais aller sectionner l'autre jambe. Après en vrai, je vais vous dire des bras et des jambes, vous me faites autant que vous voulez.
minimum ça, minimum ce que j'ai fait là, pour avoir quand même que je puisse juger de l'insertion des muscles, des deltoïdes et tout. Donc je veux quand même que vous alliez minimum milieu du biceps sur les bras. Et je sais pas, c'est un tiers ou un quart de la cuisse, un tiers de la cuisse minimum. Et si vous voulez aller plus loin, en vrai, si vous voulez essayer, allez-y. Mais minimum ça, quoi. Je vais vous montrer après comment on coupe aussi l'objet. J'ai nettoyé un peu mon masque, histoire de ne pas prendre des trucs que j'aurais pas envie de prendre. Alors dans des cas comme celui-là, où quand je peins sur une surface, ça me peint sur l'autre. Vous voyez là, j'ai peint ici, et quand j'ai peint, hop, ça m'a peint ici. C'est parce que votre brush, vous voyez une ellipse pour la représenter en 2D, mais en fait elle agit en 3D. Imaginez bien que ce rayon là que vous voyez, c'est une sphère. Donc en fait, tout ce qui se trouve dans le rayon... Oh putain, j'arrive même pas à faire ça. Tout ce qui se trouve dans ce rayon là, mais en 3D, hein, je parle, va être affecté par votre brush. Vous voyez ce que je veux dire ou c'est pas très clair? Ouais, c'est clair. Donc quand vous avez deux surfaces qui sont proches les unes des autres et que vous sculptez sur une, il y a de fortes chances, si votre sphère est trop grosse, que la partie qui soit derrière se fasse manger aussi par la brush. Quand c'est du masque, ça va. Enfin, c'est chiant, mais ça va. Mais par exemple, si je prends la clé build-up et que je dis, disons que je veux y faire un truc ici, vous voyez que ça tire aussi de l'autre côté. Ok? Ça parle à tout le monde, mon exemple? Ça y est, ça dort? Bon, j'espère que ça vous parle en tout cas, parce que je vais vous montrer comment régler ça. Vous avez dans Brush ici en haut là. Si vous allez dans Brush et que vous allez dans Depth ici, vous avez ce petit schéma qui en fait symbolise la surface de votre objet et le rond que vous voyez, c'est la sphère de votre brush. Et en fait, vous pouvez lui dire à quel point vous voulez ou non que la brush soit et cette zone d'influence. Par exemple, là, si je clique sur Depth Mask, il me permet, vous voyez, de modifier à quel point je veux que la brush influence dans la surface ou au-dessus de la surface. Donc, dans un cas où j'aurais deux zones très proches les unes des autres comme ça, bah, je vais justement baisser ma zone d'influence vers le bas, comme je viens de faire là, pour faire en sorte qu'elle ne prenne pas en compte l'autre zone. C'est clair ça ou pas? Vous arrivez à vous visualiser le truc? Là, voilà, si j'ai une surface en dessous et une surface en haut, ma brush va influer sur les deux. Alors que si je fais, hop là, brush, depth mask et que je descends, c'est plus le cas. Ne mettez jamais ça à 0. Oh putain. Ne mettez jamais ça à 0, sinon ça va plus marcher. Il faut le mettre au moins un tout petit peu après la virgule. Sachez aussi, enfin soyez conscient aussi que c'est propre à chaque brush. Là, je suis sur le masque, je maintiens contrôle. Si j'enlève mon doigt de contrôle, pardon, je reviens sur la clé build-up et vous voyez que les paramètres que j'ai changés sont redevenus par défaut. Parce qu'en fait, ça dépend de la brush. Donc si je fais une modification sur une brush A, je ne l'aurai pas sur la brush B. Et inversement, si je fais sur la brush B, ça ne sera pas sur la brush A. Donc gardez en tête quelle brush vous avez modifié, à quel moment, pour faire le depth mask. Vous pouvez réinitialiser absolument toutes les brushes, si vous avez un doute, toujours dans le menu brush, hein, plus bas, tout en bas, ici, reset all brushes, ou alors au-dessus, il y a reset current brush, c'est celle que vous avez d'équiper actuellement. Ces deux boutons vous permettent de remettre par défaut vos brushes. Il y a des choses qui déconnent. Brush, tout en bas, reset all brushes, comme ça devrait tout régler. Ça marche aussi pour le gizmo. Il est considéré comme une brush pour ce bouton. Donc là, si je fais reset all brushes et que je reviens sur mon... Déjà, il met 3 plombes, évidemment. Allez, voilà. Et que je reviens sur mon masque et que je refais contrôle, vous voyez que mon depth mask, il est revenu par défaut, il n'est pas activé. Donc ça veut dire que par défaut,
ma brush de masque peint dans ce rayon. Bon, là pour la fesse ou l'entrejambe, je vais l'activer et je vais baisser ce bouton pour que je puisse peindre ici sans peindre sur l'autre fesse. Vous voyez que c'est bien le cas. Voilà, petit tricks pour les masques. Et les brushes d'ailleurs, ça sert pour toutes les brushes. Donc pareil, je tapote. J'inverse, je tapote. Plus vous avez de points, plus il va falloir tapoter pour que ça se voit. Moins vous en avez, moins il faut tapoter. Hop, je prends mon gizmo et là du coup... J'ai envie de le ramener un petit peu vers l'intérieur, mais au final, je suis pas sûr de moi. Très léger. En fait, ce que je remarque en regardant bien la ref, là, c'est qu'on a vraiment un angle assez fort sur la sculpture. Ici, tac, tac. Donc il faudrait réussir à récupérer sur le... Je pense que c'est la tête du fémur. Je vous montre tout de suite de quoi je parle. Wow, 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 on se calme. Personne d'épileptique dans la salle? Où sont les jambes? Oh. Putain. Mmh. Ça marche pas du tout. Ouais. Généralement, quand il y a une petite bosse comme celle-là, là, ici, sur la cuisse, c'est généralement la tête du fémur. C'est la partie la plus proéminente de votre fémur que vous pouvez sentir d'ailleurs généralement. Et que les plus souples d'entre nous arrivent à... Je sais pas comment ils font. Les gens qui arrivent à faire des grands écarts, ils font des trucs incroyables avec leur tête du fémur, hein, parce que ça bloque normalement. Les gymnastes, c'est des fous. Mais du coup, en général, c'est ça. Et je l'avais déjà fait ici. Mais bon, je vais le faire sortir un peu plus. Donc là, j'ai enlevé ma symétrie et je commence à essayer de chercher des choses qui sont... Si vous n'arrivez pas à smoother, je veux dire par là, quand vous maintenez smooth, ça galère à bien nettoyer les détails. C'est probablement déjà que vous avez trop de polygones. Moi, j'en ai trop. Hein. Je veux pas que vous en ayez 1 million. Je préférais que vous en ayez maximum 500 000, je pense que ça suffit. Mais quand je dis 500 000, c'est à la fin. Pour l'instant, vous pouvez travailler avec moins de 100 000. Hein. Plus vous vous dites, ok, je suis en train d'avancer, plus vous pouvez monter, et vous dites qu'à partir de 300 000, ça commence à être beaucoup. 500 000, c'est vraiment le max. Le prof, il a dit pas plus. Bref, si vous n'arrivez pas à smoother, c'est donc déjà que vous avez trop de points, mais vous pouvez quand même aller chercher dans la lightbox. Normalement, vous avez un bouton lightbox en haut là. Sinon, avec la virgule, ça l'ouvre, ça la ferme. C'est ce fameux truc qui s'ouvre et qui se ferme au début. On va dans brush et vous avez une section smooth normalement. Smooth. Je vois pas. Ah, là. Hop, et là-dedans, vous avez une autre brush smooth qui s'appelle Smooth Stronger, ici,
qui, comme son nom l'indique, smooth plus fort. Et en fait, quand vous avez trop de points, le smooth de base, il fait plus grand chose. Donc le smooth stronger, il est recommandé. Mais si vous avez trop de points, c'est que vous n'avez pas écouté le prof déjà. Voilà. Bon, moi sur ce mèche là, j'en ai beaucoup parce que il vient d'un autre d'un autre truc que j'avais fait. Et donc là, je vais essayer de récupérer cette. Vous pouvez voir ici que ça peut être d'autres choses, la bosse qu'on a vue sur la cuisse là. À vous de juger. Je j'ai pas l'impression que ce soit la tête du fémur, c'est peut-être plutôt ce muscle là en 3 qui est un peu bombé. J'ai l'impression que c'est celui-là parce que ouais. On dirait que c'est ça. La tête du fémur, elle est plus dans l'intérieur de la jambe, elle se voit pas tant que ça sur le côté, sauf sur les gens qui sont très fins. Ouais, elle se voit, limite elle se voit plus de derrière en fait. Donc il semblerait que ce soit plutôt la tête du tensor facial. Tensor facial. On va s'arrêter là. Hop. Donc là, vous voyez que je fais pas des grosses modifications en étant plus en symétrie. J'en fais des petites par-ci par-là pour essayer d'améliorer la pose. Alors, un truc à savoir aussi pour les contrapostaux. Vous savez ce que c'est un contraposto ou pas? Ouais. C'est que le bassin, du coup, va avoir une orientation qui va être euh, opposée à celle des épaules, en gros. C'est-à-dire que si vos épaules ont cet angle-là, comme c'est le cas ici, il va falloir que mon bassin il a un angle comme ça. C'est pas possible en contraposto d'avoir ça. Ni d'avoir, enfin, peut-être d'avoir ça droit, mais bon, généralement, il y a quand même, ça sent quand même, et ça fait ça crée un angle opposé, quoi. Donc, il va falloir lever un petit peu le bassin, là, toute cette partie-là. Donc là, pour le coup, je vais partir sur la move, on va voir. Très léger, hein, j'ai vraiment mollo.
Ensuite, on peut lui baisser le bras droit. Alors pour ça, je vais reprendre mon lasso et puis simplement venir entourer le bras. Je regarde ce que ça fait derrière. Chaque fois que vous faites un masque en lasso ou en sélection, pensez bien que ça va aller à travers tout le mesh. Donc si vous vous mettez comme ça et que vous faites un petit truc, ça va forcément le traverser, ça va être sur toutes les parois jusqu'à l'autre côté. Donc pensez bien à retourner, enfin à mettre votre mèche dans l'autre sens et à changer le masque de l'autre côté. Je répète, hein, parce que tout à l'heure je sens que je vais en avoir plein qui vont me dire je comprends pas, j'avais pas vu, ça fait ça. Quand vous faites un masque de face par exemple en sélection, ça va forcément traverser, ça va faire la même sélection de l'autre côté. Donc pensez bien à retourner votre objet après et à voir ce que ça a fait de l'autre côté et à changer ça éventuellement. Bon, après je peux masquer légèrement aussi, hein, juste sans trop appuyer autour de la bordure, je peux juste vraiment faire un petit aura. Ensuite je vais tapoter, 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 inverser, tapoter, tapoter, tapoter. Ok. Et là, je vais essayer de placer grossièrement mon gizmo là où le bras s'attache au corps. D'ailleurs, vous saurez que votre bras n'a en théorie... Ah, quoique... Ouais. Le bras, c'est la seule partie du corps qui n'est pas rattachée os à os, littéralement. Parce que le bras, il est rattaché à l'omoplate, qui elle-même n'est pas vraiment rattachée au reste de la cage thoracique par un joint. Elle est juste posée dessus, sur des muscles. Donc théoriquement, ça devrait être la partie la plus facile à arracher de votre corps. Pensez à ça la prochaine fois. Voilà, au final, le bras gauche, j'ai pas l'impression qu'il bouge. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train d'enregistrer en plus. Hein. Le bras gauche, du coup, j'ai pas l'impression qu'il faille le bouger beaucoup. Bon, après, je peux venir, si je veux, éventuellement, comment dire, réajuster certaines shapes. Si vous voulez donner un aspect un peu plus sharp, anguleux, à un angle, vous pouvez prendre la dame standard, réduire son intensité, maintenir Alt, augmenter la taille et passer sur l'angle que vous voulez marquer un peu plus. Vous pouvez aussi, pour éviter cet effet pointillé là sur une brush, c'est très chiant. Un petit truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, vous pouvez aller dans Stroke et vous allez avoir le Lazy Mouse. Vous connaissez sûrement le Lazy Mouse, c'est un truc qui smooth vos mouvements sur la tablette. Ça existe dans Photoshop aussi.
C'est très pratique, mais le seul problème du Lazy Mouse, c'est qu'il y a un système de steps dedans et que ces steps sont un peu larges et que du coup ça fait des petits pointillés. Donc vous pouvez réduire le Lazy Step là dans Stroke Lazy Mouse. Pareil, c'est un paramètre qui est dépendant de chaque brush. Vous avez le Lazy Step ici. Si le Lazy Mouse est activé, vous pouvez le descendre. Ne mettez pas à 0, ça marchera plus, mais mettez-le très proche de 0. Par contre, notez que en contrepartie, votre brush est beaucoup plus forte. Donc il faudra rebaisser peut-être un peu l'intensité par rapport à ce que vous vouliez. Mais là, j'ai plus d'effet de pointillé. Donc je réduis l'intensité et je viens très légèrement, vraiment, à peine j'appuie, poser cet angle là que je veux voir. Celui-là aussi je veux le voir. Et là tout de suite ils se sentent vachement mieux, les deux. De l'autre côté du coup, ouais, pas vraiment besoin de toucher de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il est bien. Bah, l'autre bras on va le laisser comme tel. Par contre dernier truc pour que la pose soit finie, je dirais tourner la tête. Même si elle n'est pas là, on va juste tourner le cou. Je vous autorise, si vous en avez envie, à avoir une pseudo-tête, une sphère ou un truc qui ait une forme de tête, si ça vous aide. N'hésitez pas à rajouter une sphère et à la mettre un peu en forme d'une tête. Et je sais que faire un corps sans tête, c'est un peu dur Enfin, moi, j'ai du mal à me rendre compte des proportions. Enfin, typiquement, celui-là, je l'ai fait avec une tête, c'est pour ça que j'ai réussi à le faire sans proportion. Je galère un peu plus. Donc, j'ai dit, on va tourner le cou. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, pour placer ma... Attends, je vais refaire mon masque, il me plaît pas mon masque. Hop, comme ça. Pour placer mon gizmo directement là où il faut, je peux ouvrir le cadenas en cliquant dessus, en appuyant sur Alt et appuyer sur ce petit bouton Go to Unmasked Mesh Center. Ça va aller au centre de ma partie non masquée. Voilà, donc ça va aller directement là où je voulais que ça aille. Et là, je peux tourner vite fait. Alors bon, c'est pas terrible en fait. Ouais, ça va tout niquer. Donc, pour y arriver mieux, il va falloir prendre un masque plus en hauteur, je pense. Alors là, je crois que c'est les pires déformations qu'on a. Donc ici, il va vraiment falloir rebosser ça. Donc là, pas le choix. Je reprends avec les build-up et je viens péter ce qu'il y avait. Et je vais resculpter en fait, tout simplement. En fonction. Donc sans symétrie, je viens remettre...
Vu que la tête est en train de tourner, c'est justement ces deux muscles là, les sternocléidomastoïdiens, les deux muscles qui font le V là, au niveau de votre cou. Page 26, 27. What? « 118. Voilà. Ah bah il n'y a que ça dessus, très bien. Ce muscle-là, donc je disais, le sternocléidomastoïdien. Sterno parce qu'il s'attache au sternum, cléido parce qu'il s'attache aussi à la clavicule, mastoïdien parce qu'il s'attache à l'apophyse mastoïde qui est une espèce de petite... vous la sentirez tous si vous touchez derrière votre oreille, c'est une espèce de protubérance qu'il y a sur le bas de votre crâne, de l'arrière de votre crâne. On le voit là où ça s'attache en fait sur le dessin. Et ce muscle en fait, quand il se contracte, c'est lui qui vous fait tourner la tête. Genre là, quand je fais ça, c'est le sternocléidomastoïdien, je crois, droit, qui se contracte, qui tire mon apophyse mastoïde vers mon sternum. Et du coup, ça les rapproche et je tourne la tête. Et donc là, comme il tourne la tête, justement, on a le sternocléidomastoïdien droit qui est un petit peu contracté. Et on voit des petits détails bien stylés dessus. Donc on va essayer de le faire ressortir un petit peu. Comme je vous ai dit, sternocléido, il y a deux attaches, hein, c'est pas qu'au-sternum. On le voit d'ailleurs là très bien sur l'image. Ça fait il y a un autre tendon qui vient s'attacher à la clavicule. Comme ça, on peut bien creuser la diff entre les deux là. À l'inverse, l'autre, on peut essayer peut-être de le calmer un peu. Ici, attention, quand j'ai replié un peu le bras, j'ai tiré. On le voit un peu, on sent que la matière a été tirée. Du coup, mon trapèze est un petit peu déformé. Donc, je vais
le calmer ici. Je veux bien sentir une marche à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous avez le trapèze qui descend et là, ici, il y a la fameuse marche dont je vous ai parlé tout à l'heure de la clavicule et de l'omoplate qui se rencontrent. Donc il faut que j'arrive à mettre ce plat là. Je vais essayer de redresser un peu la tête. J'ai l'impression qu'il penche la tête en avant hein, sur le mien. Voilà. Et donc là derrière du coup il va falloir faire un peu de boulot aussi parce qu'on a un petit peu tout niqué. Donc je commence par venir smousser un peu pour calmer les déformations que j'ai fait. Et ensuite il faut pas que je déplace l'objet, il faut vraiment juste que je le resculpte un peu quoi. Mais pas tant que ça. Ensuite, attention de ne pas oublier quand même le tout premier mouvement que j'ai fait là. J'ai quand même quelques déformations aussi, donc je smooth très légèrement.
Voilà, grosso merdo. Alors, donc une fois que vous pensez avoir fini, on va virer ça, hop. L'image que je vous demanderais, ce serait de me faire une planche sous plusieurs angles. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Il vous suffit de mettre votre objet sur un côté de l'image, de faire Shift S, et regardez, eh ben, il est resté. En fait, il fait une capture d'écran en 2D de votre modèle en 3D. Et l'idée, c'est que vous me fassiez plusieurs vues comme ça, et d'essayer de les faire rentrer sur la même image, ce qui risque d'être compliqué. Là, vous voyez que ça rentre pas. Alors, quand vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, CTRL N pour nettoyer le canvas encore une fois. Je vais essayer de le faire plus petit du coup. Voilà, un truc comme ça. Là, j'ai fait Shift S à chaque fois. Et ça me permet d'avoir mon objet un peu partout sur l'image. Ensuite, pour enregistrer cette image, je vais dans Documents. Il me suffit de faire Export. Je l'appelle mon nom. Enfin, je l'appelle nom, prénom. Torse David. Ma classe B1D ou C. Hop, en JPEG, c'est très bien. Voilà. Et là, du coup, il m'a fait l'image. Donc ça, c'est pour faire juste la capture de toutes vos positions. Une fois que vous voulez la nettoyer, CTRL N. Hop. Ensuite, je me rends compte que j'ai fait de la merde là. Ah oui, je voulais vous montrer aussi comment découper l'objet. Je vous montre ça juste après pour découper l'objet. On va d'abord faire le turntable là. Après, je vous montre comment on fait ça. Pour faire un turntable, il faut bien que mon objet soit au centre du monde. Donc je vais vérifier dans géométrie, position, et je vais faire en sorte que tous mes axes soient à 0. Donc je fais 0, tab 0, tab 0, hop, comme ça on est sûr que le bousin est au centre du monde. Ce qui veut dire que normalement, le gizmo, quand on déverrouille le cadenas et qu'on appuie sur la maison, il devrait venir au centre du monde, et donc au centre de l'objet. C'est ici, je répète, hein, position dans géométrie, il faut tout mettre à 0. Une fois que ça c'est à 0, vous pouvez cliquer, ça d'ailleurs vous pouvez le faire quand vous voulez pour voir un peu ce que ça donne, vous pouvez cliquer sur le bouton BPR ici en haut à droite, qui est un bouton pour faire un rendu. Enfin, BPR, ça veut dire Best Preview Rendering. En gros, c'est une preview du rendu que ça pourrait avoir. Donc vous cliquez dessus, il calcule un petit peu et hop, il vous met des ombres, tout ça. On voit presque pas la différence, c'est merveilleux. Avec certains shaders, ça se voit un peu plus, mais là, ça n'a pas l'air hyper flagrant.
J'ai l'impression que... Comment ça se fait qu'on voit pas la diff? Normalement, ça devrait faire quelque chose. Hein. C'est pas si normal que ça ne fasse pas quelque chose. Ouais. Bon, on voit un peu les ombres, quoi. C'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce bouton. Alors déjà, mon objet, je vais appuyer sur F pour le mettre au centre de mon document. J'appuie sur F, histoire qu'il soit au centre. Je dézoome un tout petit peu. Voilà. Je clique sur Best Preview Renderer, Rendering, machin. Hop. Et ensuite, je vais aller dans, ici, Movie. Ensuite, dans Movie, je vais aller d'abord tout en bas dans Title Image. Et je vais mettre le Fade In Time et le Fade Out Time à 0. Ça, c'est surtout ne pas l'oublier. Title Image, sinon quand vous allez lancer votre turntable, en fait vous allez avoir un gros logo ZBrush sur l'écran qui va mettre 2 secondes pour apparaître et 2 secondes pour disparaître. C'est super chiant. Ensuite, même délire, Overlay Image, le logo ZBrush en plein milieu, non merci, on met l'opacité à 0. Je répète, Movie, Title Image et Overlay Image, on met Fade In Time et Fade Out Time à 0 et opacité à 0. On ne veut pas ces images par-dessus notre rendu. Ensuite, il me suffit de cliquer sur Dock, pas Window, parce que Window, il va enregistrer toute la fenêtre avec l'interface. Je m'en fiche. Juste le Dock, en large. Et je répète, j'ai bien cliqué sur Best Preview Render avant. BPR d'abord. Comme ça, quand on va lancer le turntable, il va faire un Best Preview Render à chaque frame. Sinon, il ne le fait pas et ça, c'est juste moins beau. Et je clique sur Turntable. Et là, vous allez voir que il tourne. Vous voyez qu'à chaque frame, il calcule. Et du coup, à la fin, on aura la vidéo. Alors, je reprends à la fin. Ok, donc une fois que votre film est terminé, normalement, ça redevient comme si vous aviez juste rendu une frame, quoi. Pour voir votre film, faut retourner dans Movie, et là, normalement, vous devriez avoir le bouton Delete qui s'affiche, donc ne cliquez pas dessus. Mais vous devez avoir aussi le bouton Play Movie. Si vous cliquez dessus, ça vous play le film de votre sculpture qui s'anime. Du coup, c'est que ça veut dire que c'est bon. Dans ce cas-là, on va cliquer sur le H ici pour High Quality Export. Et une fois qu'on a cliqué sur le H, on va cliquer sur Export. Dans le dossier, on va l'appeler nom, prénom, Torse David, underscore class, D1D, voilà. Par contre, on ne met pas .jpeg pour le coup. Voilà. Ce sera un MPG qui est un format de merde. Voilà. Donc là, il vous le joue pour le sortir. Hop, et une fois que c'est fait, normalement, il est là. Et voilà, c'est un format pourri. Il ne sait pas avec quoi l'ouvrir. Normalement, avec VLC, ça passe. Et après, vous avez votre petite vidéo. Normalement, vous devriez pouvoir m'envoyer ça. Fichier MPG, je devrais pouvoir le lire sans problème. Ok, c'est bon pour tout le monde les rendus? Il y en a deux qui ont particulièrement écouté là. Heureusement qu'il y a une vidéo. Du coup, je vais maintenant vous montrer comment on fait pour découper un membre, enfin pour couper le mesh, chose que j'avais dit que je vous montrerai plus tôt. Alors, pour faire ça, vous avez l'option la plus évidente, on va dire, c'est le clip curve, la clip curve. Alors pour choper la clip curve, il faut maintenir CTRL SHIFT en même temps. Ça va vous proposer le Select Rectangle en haut à gauche dans les brushes là. Quand vous maintenez CTRL tout seul, c'est votre brush là, de masque. CTRL SHIFT, ça vous met une autre type de brush. Là, c'est le Select Rectangle. Alors, on voit que quand j'utilise, ça fait un rectangle vert et que quand je sélectionne quelque chose, ça cache tout le reste. Ça, c'est très pratique, mais on verra une prochaine fois. Bon, c'est pas le Select Rectangle nous qu'on veut, donc on clique là-dessus et on va chercher la Clip Curve ici.
Et une fois qu'on a notre clip curve, c'est pas celle-là qu'on veut, pardon, c'est la clip curve, ça c'est clip circle, clip curve, voilà. Et donc là, à partir de là, si je veux, par exemple, découper tout le bas du personnage, je peux commencer à tracer une courbe, comme ça. Donc je maintiens CTRL-SHIFT, hein, toujours. Et je trace une ligne, et vous voyez qu'il y a un petit dégradé dessus. Vous le voyez tous? Qu'en haut il y a un dégradé et en bas il n'y en a pas. En fait, tout ce qui est du côté du dégradé va disparaître. Donc, là, c'est parce que je veux couper le bas, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Hop. Et là, je lâche, et normalement, voilà. Alors, c'est pour ça que j'aime pas la clip curve. Parce qu'en fait, elle ne fait pas que faire disparaître ce qui est en dessous, elle l'écrase contre la partie du mesh que vous voulez garder. Chose qui est un peu ridicule parce qu'à chaque fois, ça rend ça. Si vous avez quelque chose qui est plus épais du côté où vous le cachez que du côté où vous ne cachez pas, eh bien, ça vous fait une espèce de crêpe à la base de votre personnage, enfin à la base de votre objet, quoi. Ça m'aurait fait la même chose ailleurs, hein, mais c'est un peu chiant. Une alternative à la clip curve, c'est la trim curve qui fonctionne exactement pareil, mais qui va vraiment découper l'objet plutôt que de l'aplatir. Donc je vais faire exactement la même chose que je vous ai montré. Hop. Voilà, et là il n'y a pas de problème. La trim curve marche quand même, enfin moi je trouve que ça marche beaucoup mieux. Parce que ça update votre topo. La clip curve, elle change pas votre topologie, elle la bouge, elle l'écrase. Là, la trim curve, elle vire tout ce qui est en dessous et elle bouge avec autre chose. Donc elle change votre topologie. Ce que je trouve un peu plus efficace quand même. Okay. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour couper un objet? Ouais. Dernière méthode, en bonus, c'est avec le select rectangle ou le select lasso. Là, comme, de base, on a le select rectangle, je vous ai montré. Alors, ce qu'on peut faire avec le select rectangle, c'est qu'on peut sélectionner une partie. Si elle est en vert, quand je vais relâcher, c'est elle qui va rester. Si je maintiens Alt, elle devient rouge, et quand je vais relâcher, elle va disparaître. Donc disons que je vais l'enlever, donc je maintiens en rouge, hop, je lâche, elle a disparu. Mais elle est seulement cachée, elle n'est pas supprimée. Si je veux la voir, je peux re-maintenir CTRL-SHIFT avec le Select Rectangle et faire un rectangle dans le vide. Vous voyez que ça inverse ce qui est caché ou ce qui ne l'est pas. Si je vais dans, avec quelque chose de caché, si je vais dans Géométrie, Modify Topology et qu'il y a ce bouton là, Delete Hidden, qui veut dire supprimer ce qui est caché. Merde, je me suis gouré de boutons. Hop, quand je fais ça, et bien tout de suite là, si je refais mon rectangle dans le vide, vous voyez qu'il m'affiche plus le bas. Le bas a vraiment été supprimé là pour le coup. Et donc là, il me manquerait plus qu'à reboucher ce trou. Comment je peux faire ça? Vous le savez. Quelqu'un? Non? Le Dynamesh. Le Dynamesh referme les trous, ouais. Voilà. Là, j'ai refait un Dynamesh, pouf, fermé. Le Dynamesh referme les trous, le Dynamesh attache ensemble ce qui se rentre dedans. Le Dynamesh régénère la topologie. Le Dynamesh, c'est génial pour sculpter. Mais seulement pour faire de la sculpture, parce qu'après, quand on veut faire un truc, enfin, comment dire, quand on a un maillage à conserver, c'est plus compliqué d'utiliser Dynamesh. Enfin, c'est même impossible d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, pour donc, le rendu et pour découper une partie d'un mesh.